Alors, bonsoir à toutes. Je sais pas, bonsoir à tous, je me présente parce que je sais qu'il y en a qui me connaissent ou que je connais ici. Et il y en a que je ne connais pas. Alors, je m'appelle Myriam Ben Simon, je suis psychothérapeute, conseillère conjugale en Israël. Et j'étais, là je repars demain, donc j'étais là pour quelques jours pour donner des conférences. Donc voilà, donc ce soir on va parler du couple. Bon, j'espère que Bezrat Hashem, quand vous sortirez d'ici, vous allez comprendre un peu mieux le système de fonctionnement du couple. Mais ce que je veux savoir, moi, enfin ce que je veux vous donner ce soir, c'est vraiment une compréhension plus globale et plus profonde peut-être, plus intérieure de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et de lui, dans votre système de fonctionnement, comment ça se passe. En fait, déjà, on va commencer comme ça. On va parler de l'humain, on va dire, et après on parlera du couple, d'accord, de l'individu déjà. Il y a ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, c'est une méthode de thérapie très simplifiée en fait de la psychologie pour nous aider à bien comprendre, c'est schématisé, c'est très intéressant. Et en fait, il y a une façon de voir en fait nos façons de nous voir. On appelle ça les positions de vie et de voir la vie, justement. Quelle position de vie j'ai dans la vie? Alors, vous allez vite comprendre comment ça se passe. Il y a, alors c'est selon Eric Berne, d'accord, qui est fondateur de la thérapie, de l'analyse transactionnelle. Ce qu'on appelle position de vie, c'est comment je me situe moi par rapport à moi-même et aux autres dans ma vie, d'accord? C'est-à-dire que, est-ce que je me vois négativement par rapport aux autres ou est-ce que je me vois positivement par rapport aux autres? Est-ce que je pense que les autres sont meilleurs que moi ou est-ce que je pense être meilleure que les autres? Et en fait, c'est une forme de schématique, d'accord? C'est très schématisé. Parce qu'en fait, sans qu'on s'en rende compte, évidemment, inconsciemment, quand on se regarde, là, les unes les autres, eh bien, on a tout de suite quelque chose qui se met en marche. Qui je suis par rapport à l'autre? Est-ce que moi, alors, et selon en fait ce qu'on a vécu, selon ce qu'on nous a transmis aussi dans notre éducation, eh bien, on va capter ces informations-là. C'est-à-dire qu'on va se dire, mais de façon générale, même si, ce que je veux dire, c'est que cette façon de penser va influencer ma façon de regarder l'autre. Et peu importe qui est l'autre, et peu importe qui je suis. Ça veut dire que je peux très bien être, c'est pas dépendant de mon statut social et ainsi de suite, non. C'est dépendant de mes croyances internes. Ça veut dire que je peux très bien être, par exemple, je sais pas moi, comment on veut dire Oui, comment PDG d'entreprise, voilà. Je peux être très bien PDG d'entreprise et rencontrer quelqu'un qui est au niveau socialement moins bien placé. Et dans ma tête, parce que je suis dans une position de vie où je me vois toujours moi moins, et l'autre plus, d'accord? C'est-à-dire moi négatif et l'autre plus, je vais voir l'autre, je vais me dire qu'est-ce qu'il est en train de penser. Bon, c'est pas un très bon exemple parce qu'en général, quand on est PDG d'une grande entreprise, on a plutôt une autre façon de penser. C'est-à-dire qu'au contraire, on est moi, nous plus, ou les autres moi ou plus. Alors c'est quoi la position de vie qui rend heureux, on va dire, et vers laquelle on doit tendre, et la position de vie qui au contraire me fait du mal? Ça va vous avoir l'air évident, en tout cas j'espère. En fait, il y a 4 positions de vie, très simples à retenir. Et c'est ce qu'on appelle, on est OK ou pas OK. Alors, il y a la position de vie, moi je suis OK, et vous êtes OK. Vous l'aurez compris, ça veut dire, moi et toi, on est toutes les deux des personnes qui se valent, et surtout, je vois la vie d'un œil positif. Je vaux quelque chose, j'ai conscience de ma valeur, et je suis en accord avec elle, en adéquation. Et je pense pas que quelqu'un est plus que moi. Non, on est tous les deux à peu près au même niveau, on va dire. Par contre, quand moi, je ne me vois pas OK, mais que je vois l'autre OK, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Je vais avoir l'impression que tout le monde est au-dessus de moi. Donc, je vais avoir du mal à parler, par exemple. Ou si je parle, je vais un peu être gênée, je vais mettre la main devant la bouche, je vais me tenir les mains, je vais pas être à l'aise. Vous voyez, tout ça, ça traduit en fait une certaine croyance que j'ai sur la vie et donc sur moi-même. Je suis OK et vous n'êtes pas OK, d'accord? Ça veut dire que je me mets au-dessus. Je suis en situation supérieure. Non, moi, je suis de façon générale supérieure à l'autre. Ah, les autres, alors ça va être traduit par... les autres, de toute façon, ils ne comprennent jamais rien. De toute façon, je suis en voiture, mais celui-là, il ne sait pas conduire, celui-là non plus. Non, mais franchement, où ils ont passé le permis, ceux-là. Vous voyez? Ça, c'est moi, je suis OK, mais les autres, ils valent rien. Moi, je sais faire, les autres, ils ne savent pas faire. Toutes ces façons de penser-là traduisent cette position de vie-là. Il y a la position de vie, je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK. C'est-à-dire, je suis nulle, mais vous aussi. On est tous nuls. On est dans un monde de nuls. De toute façon, cette vie est pourrie, le monde est pourri, on n'a plus rien à faire ici. Je ne sais pas pourquoi on est là, je ne sais pas à quoi ça sert. Non, mais franchement, n'importe quoi. Voilà. Donc là, évidemment, c'est une vision très, très, très pessimiste et négative de la vie et qui ne va pas m'aider à m'épanouir, à être heureux, à me développer, parce que je casse tout, je sabote tout avant même que ça arrive, étant donné que j'ai cette façon de penser-là.
Et vous comprenez bien que la position plus plus, par exemple, elle est beaucoup plus équilibrante. Pourquoi? Parce que je me respecte et je respecte l'autre. Donc je l'accepte tel qu'il est parce que j'ai conscience de ma valeur. Dans l'autre cas, dans les autres cas, en fait, le moins plus ou le plus moins, vous l'aurez compris, je suis OK, pas OK, enfin, il y a le moins plus, moins et moins moins. Ces trois positions de vie-là, elles amènent forcément à des pensées négatives, à un mal-être général, à une façon de voir la vie pas très réjouissante. Parce que même quand je pense que je suis supérieure à l'autre, c'est vrai que je vais être dans l'efficacité, parce que je me sens toujours supérieure, donc ça ne m'empêche pas de produire. Mais c'est mauvais pour mon entourage, forcément. C'est l'entourage qui en pâtit, plus que moi-même. Quand par contre je me vois moins, c'est-à-dire moi je suis nulle, vous êtes nuls, ou moins plus, les autres, moi je me dévalorise et je dévalorise les autres, moi j'arrive à avancer automatiquement. Il va y avoir une sorte de blocage, je sens que j'arrive pas à me développer, je comprends pas pourquoi, je sens que j'arrive pas à parler, je sens que j'arrive pas à m'exprimer, je sens que j'arrive pas à agir, je suis bloquée dans mes actions. Pourquoi? Parce que moi j'ai une position de vie et forcément où je vois moi qui vais pas bien. Donc de toute façon à partir du moment où ça commence par moi, que les autres je les vois plus ou moins, ça ne change pas, j'arrive pas forcément à avancer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement ces positions de vie forcément vont influencer dans mon couple. Évidemment, si moi je suis dans une position de vie équilibrante, donc plus, je me valorise, j'ai conscience de ma valeur, je sais qui je suis et je respecte l'autre aussi, pas que moi, automatiquement j'ai un lien avec l'autre qui va s'installer, normalement qui va être sain, d'accord? Après, ça dépend de l'autre aussi. Si par contre l'autre, il est moins par exemple, et qu'il est avec un plus, d'accord? Bon, c'est toujours bien qu'il y en a un plus dans l'histoire, hein, vous aurez compris, c'est toujours mieux. Mais pas que, parce que parfois les moins et les moins, c'est-à-dire deux moins qui se marient ensemble, ils se comprennent très bien. Alors, ils s'enfoncent quelque part dans une sorte de ça, dans la victimisation. Ils ne sont pas forcément bien dans leur peau ensemble. Comment? Ils n'ont pas d'amis, exactement. Ils peuvent s'enfermer dans une bulle. Ils peuvent tout négativer, mais au moins, ils sont deux. Ils sont moins seuls, vous voyez. Par contre, dans la position de vie où, bon, évidemment, on n'en parle pas de celle où plus des deux côtés. Bon, bah ça, c'est le monde idéal, hein, c'est bon. Mais dans le monde, enfin, dans les autres positions, alors la pire, c'est, je pense, la pire, la position de vie où moi, je suis... ou plus ou moins plus, donc moins plus avec plus moins, aussi ça se met souvent ensemble. Vous l'aurez compris, c'est-à-dire moi je me dévalorise et je vois les autres au-dessus de moi et je me marie avec qui? Celui qui se voit au-dessus des autres et qui voit les autres en dessous. Forcément, ils s'accordent bien mais mal. Enfin, vous avez compris, ça fait du mal, pas à celui qui se valorise, parce que lui, ça conforte sa croyance première. Je suis au-dessus de tout le monde, je sais tout mieux que tout le monde, je fais tout mieux que tout le monde. Et quand il se marie avec quelqu'un qui, elle ou lui, se voit moins que tout le monde, pas à la hauteur, dans la dévalorisation totale, alors il se retrouve bien, mais elle ou lui se sent encore plus mal, et lui se sent encore mieux parce qu'il se sent encore plus valorisé et plus vivant, plus sûr. Il gagne en assurance quand l'autre en perd encore et encore et encore. Donc, c'est important évidemment, alors voilà, avec tous ces éléments que je vous ai donnés, déjà identifier dans quelle position de vie vous êtes. Et sachez que celui qui n'est pas dans la position plus, qui est dans la position moins plus ou moins ou ainsi de suite, c'est une forme de réalité, c'est une interprétation biaisée de la réalité. C'est complètement erroné. C'est pas, de se dire, moi je ne vaux rien et les autres valent énormément, ou ce que j'ai chez moi, ça vaut forcément moins que ce que les autres font, ou ainsi de suite. Ça ne peut pas être vrai, d'accord? Et ce n'est pas tout noir et blanc. Bon, ça, c'est le cours que j'ai fait lundi soir, hein, vous étiez. C'est expliqué beaucoup plus en détail, mais en global, évidemment que je ne vais pas être heureux et que c'est faux de toute façon de penser comme ça, mais que c'est ma pensée qui est à changer dans ces cas-là. C'est ma façon de voir la vie qui est forcément à changer pour aller mieux. Maintenant, donc je vous parle de ça, d'accord, pour le couple. Mais comment on fait pour... que ça se réactive, on va dire, pour un peu résoudre les côtés les couples qui ne sont pas encore en adéquation, ou surtout quand moi-même j'ai une vision négative du monde des autres. Alors, je peux avoir une vision négative et quand même construire un couple heureux. Pourquoi? Parce que je me sens compris. D'accord? Donc compris, donc je me construis. Mais je me sens compris par l'autre. Je me sens, comme je disais tout à l'heure, deux moi ensemble, ils peuvent vraiment se lier très fort parce qu'ils se disent, tous les deux on ne vaut pas beaucoup, on est des miskinim tous les deux, on est victimes tous les deux, mais qu'est-ce qu'on s'aime alors? Heureusement que tu es là pour me comprendre. Heureusement que je suis pas seule dans ma galère en fait. Il n'y a rien de mieux que d'être à deux dans une galère. D'ailleurs, quand est-ce qu'on se fait
des vrais amis quand on est en galère. Donc en fait, ces moments-là sont très, quelque part, réjouissants pour le couple et on peut quand même construire un couple heureux. Alors là où je vais en arriver aussi, c'est comment on crée un couple heureux aussi, d'accord? Ces positions de vie, si je vous en parle, c'est parce que c'est important aussi d'en avoir conscience pour se corriger, pour être non seulement dans le bonheur du couple, mais dans le bonheur de façon générale, en fait. Parce que mon bonheur ne doit pas dépendre de mon couple, en fait. C'est une partie de ma vie, mon couple, et elle est importante, et je dois la développer. Mais je ne suis pas obligée de tout associer à mon couple. Alors donc, quand j'en étais... Oui, donc ce qui est important, c'est de comprendre que selon ma position de vie, je vais moi-même créer mon bonheur, mon bien-être, ou, oui, mon malheur, mon mal-être, d'accord? C'est dans ma tête tout ça, et c'est à moi de faire cet effort aussi, parce que c'est vrai que c'est très 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 dur de réaliser, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisqu'on est avec nous-mêmes dans notre tête. Donc évidemment, ça ne se lit pas forcément à l'extérieur, puisque je ne pense pas forcément être voix, mais ça va se voir par rapport à mes comportements, mes façons de parler, mes agissements, ou mes non-agissements d'ailleurs. Donc c'est une indication pour l'autre dans mon couple de comprendre ce qui se passe chez moi. Et quand je vois évidemment tout négatif, c'est très lourd à porter. Si je suis avec quelqu'un qui est plus et que moi je suis moins, par contre, pour l'autre ça va être très dur à vivre. Parce qu'il va avoir l'impression de toujours porter l'autre, qui voit tout pessimiste, qui voit tout négatif. Il n'y a pas forcément de joie de vivre, il n'y a pas forcément de réjouissement. C'est pesant à la longue. D'accord ? Maintenant, c'est simplement que ça vient de penser, en fait, à la base erronée, ce qu'on appelle les cognitions. Mais encore une fois, bon, ça, je l'ai détaillé dans le cours qui sera sur Internet, Bezrat Hachem, bientôt. Maintenant, comment alors je fais pour rendre mon couple heureux malgré tout cela, malgré mes positions de vie qui peuvent être parfois négatives, positives, ainsi de suite, on s'en sort plus, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais vous parler d'une métaphore qui est très intéressante et qui nous permet, vous savez qu'on a tous des représentations mentales dans nos têtes et pour comprendre un peu les domaines de notre vie, on a besoin de représentations, justement, de métaphores, pour mieux comprendre et mieux agir. Souvent, on se dit, si ça ne va pas dans le couple, mais qu'est-ce que je dois faire là? Comment je dois réagir? Je suis perdue, je ne sais plus. Alors là, je voudrais vous donner cette métaphore. Quand on a un compte bancaire, bon, on sait très bien comment ça fonctionne en général, plus ou moins, comment ça fonctionne un compte bancaire. Quand on met de l'argent, on a en plus, tout simplement. Quand on dépense trop, on a découvert. Bon, jusque-là, tout va bien. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil dans notre couple. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le compte bancaire émotionnel de notre couple. Il faut savoir se poser cette question, où en est notre compte bancaire émotionnel dans notre couple? Et comment on le remplit? Oui, ça peut être pas mal. Alors, on sait que pour gagner des sous, il faut travailler, en principe. Ou alors, il faut être rentier. Mais sinon, en général, il faut travailler. Bon, alors, ou si de toute façon on est rentier, c'est quelqu'un travaillé pour nous avant nous. Donc, c'est que quand même, il faut travailler. Mais bon, en façon générale, on sait qu'il faut s'investir quelque part, il faut faire des efforts, il y a quelque chose à faire. Bon, et bien dans le couple, c'est pareil. Et donc, c'est John Gottman, un spécialiste américain des relations de couple, qui a un petit peu sorti cette théorie et qui a fait un petit peu une révolution. Et qui compare l'amour à un compte bancaire. En fait, il a remarqué, il a fait des études avec des couples et ainsi de suite, que les couples qui durent longtemps sont évidemment ceux qui sont avec un compte bien rempli. Alors, je vais vous dire comment on le remplit. Bien rempli d'affection. Non, bien rempli. Ah, elle a compris, bien rempli. Non, pardon, j'ai parlé trop vite. Pas rempli bancaire, hein, pas rempli d'argent. Ah, voilà, c'est ça c'est que c'est rempli d'amour, c'est rempli d'affection. On va voir quoi, justement. C'est rempli, c'est une métaphore pour expliquer qu'il y a le compte bancaire, on comprend bien ce que c'est un compte bancaire. De façon générale, avec l'argent, comment ça marche, au niveau des finances. Mais là, c'est le compte bancaire émotionnel. D'accord? C'est le même système en fin de compte. Et d'ailleurs, c'est intéressant, là, je suis en train de réaliser. C'est intéressant parce que ce John Gottman, là, il doit être juif. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit que Hachem, il nous a mis dans ce monde matériel. Alors qu'en réalité, nous, ce qui importe pour nous, normalement, c'est la Neshama. C'est tout ce qui est spirituel, c'est de se connecter à Hachem, etc. Et pourquoi, en fait, il nous a mis dans ce monde? Pour pouvoir illustrer ce qui se passe dans le spirituel. D'accord? Et bien, c'est exactement pareil. On a un compte bancaire. Alors, on se dit, oui, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour acheter une maison, c'est pour mes enfants plus tard, c'est pour ma retraite, peu importe. Mais en fait, c'est aussi pour illustrer, d'accord, ce qui va se passer dans mon compte affectif.
D'accord? En fait, je vous raconte sur le couple, mais c'est vrai que ça s'étend sur toutes les relations qu'on peut avoir dans notre vie, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, enfin les gens qui comptent pour nous, avec nos enfants. Et en fait, ce compte bancaire émotionnel fonctionne un peu de la même façon que le compte bancaire. Ça veut dire que j'ai des moments où je vais être à découvert, j'ai des moments où je vais avoir je vais bien gagner ma vie et je vais être bien, d'accord? Enfin, je vais être content. Ben, c'est pareil. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, quand on a par exemple une dépense à faire. Oh là là, aujourd'hui, j'ai eu un problème avec ma voiture, garage, 1 000 €. Ah, ça fait mal. Hein. Mais pour celui qui a une bonne somme, disons qu'il a, j'en sais rien moi, 100 000 € sur son compte. Bon, 1 000 €, ça fait mal, mais ça va, il va s'en relever, quoi, ça va pas le tuer. Pour celui qui est à moins 10 000, oh purée, ça fait vraiment mal. Ouais. Ben, c'est pareil dans le couple. Quand on a un équilibre entre nous deux, ok, il y a une dispute, il y a un événement qui arrive et qui nous prend là, à nous deux, ok, ben selon l'équilibre qu'on a tous les deux, je vais être à découvert ou à crédit. C'est-à-dire que je vais pouvoir amorcer le coup dur ou pas. Vous voyez? C'est-à-dire soit au contraire, ça va être comme on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là ça peut tout exploser. On se dit quoi? Mais pour ça? T'es sérieuse là? Pour ça tu penses à divorcer, à te séparer? Non mais c'est une blague. En fait, c'est pas pour ça. C'est une accumulation. On était déjà à découvert et là ça a fini d'achever. La banque, elle a dit Banque de France, c'est salut. Ben voilà, c'est un peu ça. Et celui qui avait déjà les moyens, ça lui a rien fait. Ben celui qui avait déjà un couple bien solide, et je vais vous dire après comment on le remplit, hein, mais celui qui avait déjà un couple bien solide, lui, il réagit pas de la même façon. Il va avoir un coup dur, c'est sûr, mais il va s'en relever. Et plus il a des sous, plus il se relève facilement. C'est pareil dans le couple. Plus il y a de l'affection, plus il y a de l'amour, plus on se relève vite du coup dur. Vous voyez? C'est la même chose. Alors, comment on remplit notre compte en fait? Comment on remplit notre compte affectif? Comment? Alors, il y a les interactions positives, donner et recevoir. Les interactions positives sont tous les actes, évidemment, c'est très simple, hein, mais ça a l'air très simple, mais en fait, est-ce qu'on l'applique tous? C'est pas sûr. C'est toutes les interactions qu'on va avoir, c'est-à-dire la certitude que l'autre nous comprend, la certitude que je suis écoutée, que je suis compris, que je suis entourée, qu'on est main dans la main. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se traduit ça? C'est joli, c'est en image, mais concrètement, comment ça se traduit? Ça va se traduire, il y avait un livre aussi qui est sorti qui s'appelait « Les 5 langages de l'amour ». Et c'était quoi? En fait, les 5 façons de prouver à l'autre qu'il compte pour moi et que je suis dans l'amour. Parce que c'est vrai, des fois, on se dit, les films à l'américaine, là, ah oui, je l'aime, mais c'est quoi l'amour finalement? C'est quoi? Est-ce que c'est juste de se le dire? Vous avez déjà pensé à ces 2 petits mots ou ces 3 petits mots? Qu'est-ce que ça veut dire finalement, tachlès? Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire je suis là quand tu as besoin. Est-ce que ça veut dire que quand tu as une galère, je suis là? Est-ce que ça veut dire de te faire un sourire le matin? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour chacun, ça va être très personnel. Très personnel. De façon générale, les femmes, évidemment, on va être très dans le reggae, dans l'émotion. Donc, on va dire, ah, c'est celui qui sait me dire des jolis mots, c'est celui qui sait me faire des compliments, c'est celui qui sait me remarquer, c'est celui qui sait m'encourager. D'accord? Et puis, en fin de compte, c'est vrai que c'est ça. Mais finalement, sur le terrain, il y a une telle confiance que même s'il ne fait pas de compliments et qu'il est tellement investi dans d'autres tâches que même s'il ne fait pas le compliment et même s'il n'est pas dans l'admiration totale tous les jours, elle sent qu'elle est aimée. Donc c'est très paradoxal. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et c'est là qu'en fait vient l'idée du cas par cas. Ça veut dire qu'une femme qui va avoir peut-être, ou un homme qui va être en manque d'estime de lui, quand il va être avec son conjoint, il va être beaucoup plus en demande. D'accord? Il va vouloir au contraire qu'on l'encense. Ah oui, pardon. Quand quelqu'un manque d'estime de soi, et qu'il est marié, il va en demander beaucoup plus à son conjoint que quand il est bien avec lui-même, quand il est dans la position plus. Le plus, d'accord? La position de vie plus, vous avez retenu? Eh bien, celle-ci ne va pas demander autant d'attention, la personne qui est là, que celle qui est dans le moins. Par exemple, vous voyez? Donc, celle qui est... donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est très personnel. Mais bon, de façon générale, je vous dis ça parce que c'est important de le savoir. Des fois, de se dire... je sais pas, si on parle avec une amie, d'ailleurs, parfois, voilà, on se retrouve un soir avec une copine, elle commence à parler, mais j'en ai marre, mon mari me fait jamais de compliments, il est jamais là pour moi. Alors, l'autre copine, elle dit, mais tu m'as pas dit hier qu'il faisait les courses parce que tu n'avais pas eu le temps? Oui, bon, il fait les courses après. Oui, bon, non, d'accord, j'ai rien dit. Et puis bon, franchement, il m'a saoulée. Ouais, et ton mari, là, il fait quoi en fait? Bah, il garde les enfants parce que j'avais besoin de sortir. Ah, d'accord. Et à part ça, non, mais je suis pas contente, oui. Ah.
Non, mais et bon, après, elle se plaint, mais en fait, et l'autre, la fille en face qui écoute son amie, elle va se dire, mais attends, moi, mon mari m'aide pas du tout autant qu'elle, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, franchement, elle a besoin d'être cadrée, celle-là, franchement, elle exagère, vous voyez. Donc en fait, peut-être que elle, dans son cas, elle en a pas forcément besoin, tout simplement. Elle, dans son cas, elle n'est pas en demande de ça, c'est-à-dire, elle se dit, ouais, elle a besoin d'être cadrée, ainsi de suite. Mais bon, dans le sens, moi, j'ai pas ça, mais je m'entends bien avec mon mari quand même. C'est ça qu'elle veut dire. Moi, il me fait pas tout ça, mon mari, et ça va, je suis pas en train de lui reprocher. Donc le soir, après, la copine s'en va, le mari rentre, et là, elle commence à lui réclamer. Non, mais franchement, t'exagères, hein, tu m'aides pas beaucoup à la maison, là. Non, mais franchement, je comprends pas, moi, jamais je sors boire un café. Voilà, là, il y a je sais pas, moi, Déborah, elle est venue ce soir chez moi, elle bu un café et tout, c'est son mari qui gardait les enfants, quoi. Moi, jamais je me le permets. Alors qu'avant ça, bon, elle n'avait pas forcément remarqué, elle n'avait pas forcément besoin. Et puis bon, tu m'as pas fait de compliments depuis belle lurette, là. Non, mais je réalise. Attends. Mais en fait, elle se trouve jolie, elle est bien dans ses baskets. Franchement, qu'ils lui disent t'es belle ou t'es pas belle, ça lui change. Enfin, ça va pas lui changer son humeur du jour. Parce que ça aussi, la position moins, ça va être une humeur c'est une personne qui va être d'une humeur très variable. Ça veut dire que on va lui dire une petite réflexion, hein, genre aujourd'hui ton foulard, je sais pas, hier t'avais un rose, il t'allait beaucoup mieux, là le bleu, c'est pas ça. Et cassé là, je trouve que mon foulard ça va, tu crois que je te change? Toi tu veux m'acheter en bas, il y a un magasin, je m'arrange. Ouais, mais ça ira pas avec ton chemisier. Ah ouais, c'est vrai. Bah peut-être change le chemisier aussi, peut-être. Donc on n'en sort plus. Et puis à l'inverse, quand on va lui dire ah là là, t'es trop bien maquillée, t'es trop jolie, t'es trop ah ouais. Et toute la journée, je suis jolie, je suis là. Et pendant 3 semaines, on l'a pas maquillée pareil. Non mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des humeurs variables, parce que comme je suis déjà négative avec moi-même, j'ai pas d'estime de moi, je me vois négativement, je vais aller au gré de ce qu'on va me dire sur moi-même. Je vais croire ce que l'autre dit sans arrêt, parce que je crois pas en moi. Donc je crois l'autre. Donc je vais être sans arrêt dans la demande, dans l'attente avec mon mari, ma femme. Moi je parle au féminin parce que c'est vous qui me l'avez reproché d'ailleurs, je crois, non? Ah non, c'est pas vous, pas du tout. Non, il y a un soir j'ai fait un cours là cette semaine, je me confonds, j'ai vu tellement de nom cette semaine et elle m'a dit mais vous parlez toujours au féminin là, les femmes aussi elles ont des choses à se reprocher. Bon, donc donc là je parle au féminin parce qu'on n'est que des femmes, mais évidemment ça s'applique. Ce que je dis d'ailleurs, ce que je lui ai dit ce soir-là, tout ce que je dis, c'est unisexe. Hein. C'est-à-dire, là, vraiment, on est dans la psychologie de l'être humain. On s'en fiche. Ça peut arriver à l'homme, ça peut arriver à la femme. Hein. Des fois, je schématise, je donne des exemples, c'est pour illustrer, c'est tout. Voilà, c'est pour rendre ça plus vivant. Mais c'est vraiment pareil dans ces domaines-là, dans ce que je dis. Voilà, donc en fait, oui, donc ils vont au gré du compliment ou de la critique, selon qu'on a de l'estime de nous ou pas. Et forcément, quand je suis dans cette position de vie-là, automatiquement, je vais être en demande et en attente vis-à-vis de mon conjoint. Mais alors, ça va être quelque chose de très lourd à porter pour l'autre. Parce qu'il va avoir toujours l'impression qu'il n'en fait pas assez, et qu'il ne donne pas assez. Mais en fait, il faut bien comprendre que celui qui en demande, d'accord, ne peut en réalité évoluer et aller mieux que par lui-même. D'accord, c'est pas dû. Son conjoint peut un peu l'aider, évidemment. S'il commence à se mettre à le casser, ça va que l'enfoncer. Alors on ne demande pas de casser, mais pas non plus. On peut pas répondre à toutes les attentes et tout satisfaire parce que c'est quelqu'un qui est dans le mal-être. Donc ça peut pas tout résoudre. On n'est pas le sauveur de l'autre. En tout cas, on ne doit pas l'être parce que ça c'est pas ça non plus. D'accord. Donc on revient à nos interactions positives. Comment on remplit notre compte finalement? Pardon. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, enfin que j'ai pas dû. Ok, elle prend des autres et tout ça, mais comment elle va comment elle va remonter? Persuader que ça y est, elle n'a plus besoin des autres et qu'elle peut se le faire elle-même de décider. Mais c'est un travail, ça c'est un processus. Il faut qu'elle y arrive. Si elle est depuis le début de son mariage, même avant ça, sûrement déjà avant. Oui, bien sûr, ça vient de l'enfance souvent. Il y a un manque d'estime clairement. Comment elle, même si en se travaillant, elle fait une thérapie, exactement comme quand on a une douleur quelque part physiquement, on va voir le docteur. Ça passe par une thérapie parce que tout seul, comme c'est dans ma tête, j'arrive pas à m'en sortir. Mon entourage, il en souffre et il sait pas comment m'aider. Il faut soigner, quoi. C'est quelque chose à traiter, c'est sérieusement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Nous, en tant qu'amis ou en tant qu'on voit on peut pas. Comme ça, même si on lui donne beaucoup de... Non, non, parce qu'on va s'épuiser à force. On va s'épuiser, ce sera jamais assez puisque l'autre n'y croit pas. Il n'a pas soigné le Kelly, si vous voulez. Donc ça peut pas être suffisant. Ça peut aider, ça fera jamais de mal, mais ça ne pourra pas soigner, traiter, tout changer. Vous voyez ? Donc, comment on remplit ce compte ? Comment on remplit ce compte ? Ça va être selon chacun. Donc là, j'avais fait une parenthèse sur selon aussi moi où je me positionne, mais de façon générale, plus générale, évidemment, comment je vais remplir ? En étant à l'écoute aussi de l'autre.
pas à l'écoute de ce que moi j'ai besoin. Par exemple, moi je vais me sentir valorisée si mon mari ou ma femme s'intéresse à mon travail, par exemple. Ça, c'est mon besoin. J'ai besoin qu'on s'intéresse à ce que je fais, à mon travail. J'ai besoin de raconter ma journée quand je finis mon travail, là, ma journée. J'ai besoin de me raconter. Donc moi, ça va me toucher quand mon conjoint, ma conjointe va s'asseoir à côté de moi, va prendre le temps, va tout arrêter, va me dire, bon, en réalité, je crois que ça fait plaisir à tout le monde, en vérité, quelqu'un qui s'assoit et qui prend le temps, qui le fait de nos jours. Mais ça, c'est des moments... Ah bah, c'est éteint. Ah non, c'est bon. Comment on dit ça? C'est des actes d'amour et c'est des actes qui remplissent le compte. Les petits mots comme mon amour, ma chérie, mon petit trésor, vous voyez, ça aussi, ça remplit le compte. Après, si c'est fait trop quotidiennement et trop de façon vous savez, automatique, ça n'a plus de poids. Ce qui aura du poids au début du mariage n'en aura pas 5 ans après, il faut évoluer aussi. Ce que j'aimais il y a 5 ans, il faut se renouveler en fait. Donc toutes les attentions. Qu'est-ce que ça peut être les attentions aussi? Tout simplement, bon ça vous allez me dire, mais oui évidemment, mais une aide, ça veut dire descendre la poubelle ou faire la vaisselle, on va se dire mais c'est pas de l'amour ça, c'est ce que tu me dois, enfin tu le dois, tu vis dans cette maison, tu dois faire ça. Mais en fait oui, je me sens pas seule en train de gérer, j'ai pas la charge mentale que moi, donc je me sens soutenue. Donc oui, c'est un acte d'amour de sentir l'autre aussi investi à la maison par exemple. Voilà, tout ce qui va représenter, je m'intéresse à toi, en fait. Toutes ces attentions qui disent que le message sous-jacent, c'est je m'intéresse à toi, remplit le compte. C'est simple jusque-là. Maintenant, évidemment, tout ce qui va, et vous avez sûrement compris ça dans votre histoire, chacune, on a remarqué une chose, c'est que pour remplir le compte, c'est comme les kilos. Pour remplir le compte, d'accord, il va falloir travailler fort, c'est-à-dire être gentil, préparer des petits plats, être agréable, je sais pas, bon, parler doucement, faire des choses ensemble. Enfin, c'est de l'investissement, bon, qui normalement fait plaisir, c'est déjà pas mal. C'est pas comme quand on se frustre pour maigrir. Mais de l'autre côté, quand il y a une chute, c'est-à-dire quand il y a une dispute, c'est-à-dire si on était au niveau 10, ouais, on se dispute, on descend au niveau 0 parce qu'il y a une grosse dispute, ben on remonte pas au 10. En général, on remonte au 2 ou 3 ou 4 ou 5 selon les excuses qui ont été faites, selon comment on a dialogué ensuite. Mais c'est pas aussi évident qu'on remonte au 10. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le compte il descend, ça fait mal. C'est exactement comme je maigris moins vite que je ne grossis. Ça veut dire, on est d'accord? C'est pareil. Ça veut dire la chute est beaucoup plus rapide, ouais, que la montée en général. Et ben c'est pareil. Donc ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'il faut faire très attention en fait quand je vide mon compte. Parce que, enfin, quand je vide mon compte, quand il se passe un accrochage, quand il se passe une dispute, et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir gérer le conflit. Parce qu'il peut y avoir un conflit, il y en aura toujours des conflits, c'est normal, enfin, ça fait partie de la vie, ça, faut pas se leurrer. Il n'y a pas de couple où tout va bien, où toute la journée c'est ma chérie, je t'aime, mais il faut savoir ensuite gérer. Qu'est-ce que ça veut dire gérer? Savoir se parler, savoir se respecter, et savoir s'excuser. Alors, s'excuser, on peut avoir l'impression que c'est... Enfin, ça va, je m'excuse, quoi. Si on s'est disputé, bon, je sais, moi j'ai du mal, j'ai un peu trop d'ego, je suis consciente, par exemple. Mais ça va, je sais que... Oh, pas de problème. Je sais qu'il faut que je m'excuse. Je sais que s'excuser, ça va. On dit je m'excuse et ça y est. Non, pas du tout. S'excuser, ça va comporter plusieurs étapes. Un peu comme d'ailleurs quand on fait tchouva, on va dire, voilà, il faut le bidouille, on va regretter, on va pleurer, ainsi de suite. Bah, c'est pareil. On nous apprend déjà dans la Torah comment s'excuser. Mais c'est très important parce que si j'ai fait une grosse dispute et que je passe et que oh, ça va, tu m'excuses ou là, c'est bon, j'ai pas, ça va. Oh, franchement, tu prends la mouche un peu trop vite là. On est d'accord qu'on va peut-être prendre sur nous, on va grincer des dents parce qu'après c'est nous qui passons pour la méchante. On va dire bon d'accord, mais en fait au fond on n'a pas excusé, on n'a pas pardonné et ça dort encore. Donc là évidemment on n'est pas à l'échelle 10. On était à 10 hier et aujourd'hui, on est descendu à 5, voilà, ou 3 ou 4. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire savoir revenir après une dispute, après un coup dur, d'accord, exactement comme dans le compte bancaire, ça va se refaire. Ça, c'est exactement ça, savoir se refaire. Exactement comme, oh là là, j'ai eu mon garage là, 1000 €, ça fait mal. Bon, bah, tu sais quoi, je vais faire des heures sup au boulot. Je vais faire des heures sup parce que là, faut que je remplisse le compte. C'est pareil. Quand je suis dans une certaine configuration de couple où je sens que c'est fragile, il faut que je travaille sur moi pour réaffluer le compte. Mais il ne faut pas que j'attende la crise pour réaffluer le compte. Il y a souvent des couples, malheureusement, qui arrivent en thérapie. Et ils arrivent pourquoi? Ah, ça ne va pas du tout. Et ça fait combien de temps que ça ne va pas du tout? Depuis le début du mariage. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Oh, une dizaine d'années.
Bon, et je suis la première personne que vous consultez? Ah bah oui, là on pouvait plus là. Ah bah oui, je veux bien vous croire, on pouvait plus après 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que ça dure. Oui, mais pourquoi attendre 10 ans? Qu'est-ce que vous avez gagné pendant ces 10 ans? Comment vous avez réussi à vivre pendant ces 10 ans? Enfin, ok, le couple c'est pas tout comme je disais tout à l'heure, mais ça joue. Et puis il y a des solutions pour aller mieux. Alors pourquoi se laisser dans la mouise, quoi? Pourquoi se laisser dans les problèmes? Faut pas attendre le grand conflit pour recharger. Ça veut dire que à un moment donné, on arrive à saturation et il est déjà tard. On est déjà arrivé loin. On est déjà à découvert, genre 100 000 euros. Je suis à découvert de 100 000 euros, ok, sur mon compte. Et là, je me dis, ah, il va falloir que je travaille là. Ah, j'étais au chômage pendant 10 ans. Non, il va falloir s'y mettre là. Ouais, mais bon, t'es au courant que là, tu vas galérer pour revenir à 100 000 euros. D'abord, il te faut tes 100 000 euros, puis après, il faut vivre. Donc, tu vas être un peu en galère là, quelque temps. Il va falloir que tu le comprennes. Pourquoi tu as attendu d'être à 100 000 euros de découvert pour te réveiller? Ben, c'est la même chose dans le couple. Pourquoi tu étais pendant 10 ans en train de te disputer sans arrêt, ne pas savoir pardonner, ne pas savoir excuser, ne pas savoir parler, ne pas savoir communiquer? Pourquoi 10 ans comme ça? Qu'est-ce que tu avais comme intérêt à gagner? Oui, parce qu'il y a une notion importante aussi, c'est que quand on reste dans une certaine situation, c'est qu'on y a un intérêt, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non. On a un bénéfice. On ne sait pas toujours lequel, hein. Évidemment, c'est dur de le trouver parfois. Mais il y en a un. Lequel? Ça peut être, je vais vous prendre un exemple pour illustrer. Ouais. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais par exemple, j'avais une famille qui vient, des parents de familles nombreuses, et ils me disent tous mes enfants ont du mal à dormir. Bon, ont du mal à s'endormir, hein, et c'est le 5e, il dort pas. Il dort jamais, je n'en peux plus. Ah oui, et bon, alors je demande un peu comment ça se passe le soir, comment ça se passe à la maison, comment tout ça. Et en fait, il s'avère que tous les enfants n'ont jamais très bien dormi, et je lui dis, vous avez jamais consulté pour ça? Et vous savez que maintenant on gère le sommeil, on comprend des choses, on fait... Bah non, là, parce que j'en peux vraiment plus, c'est le 5e, je suis fatiguée, là. Mais pour moi, c'était ça la réalité, quoi. Un bébé, ça dort pas, et puis c'est tout. Ah bon, vous avez jamais parlé avec des amis? Vous avez jamais entendu dire qu'il y a des bébés qui dorment? Oui, mais bon, c'est chez elle, quoi. Et vous pensez pas que ça peut vous arriver? Bah, je sais pas. Et si vous venez, ça prouve que vous y croyez. Oui, non, mais là, c'est parce que j'en peux plus. Mais quel intérêt vous aviez à rester tellement d'années sans au moins essayer? Au moins essayer. Non, mais je sais pas. Puis en creusant un petit peu, en discutant, finalement, le fait qu'elle dorme jamais, cette femme-là, ça lui permettait de rester à la maison. Bah, vous comprenez, comme le bébé il dort pas, j'ai pas pu commencer à travailler, j'ai pas pu commencer un nouveau boulot, ouais, bah oui, voilà. Et donc en fait, c'est inconscient. En vérité, elle avait très peur du travail. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, petite parenthèse, la procrastination intelligente. C'est quoi la procrastination intelligente? Alors déjà, c'est quoi la procrastination tout court? Bravo, bravo. Alors, j'ai des super élèves ce soir, magnifiques. Voilà. Parce que vous êtes une bonne élève de la procrastination, d'accord? Alors, c'est vrai qu'on connaît bien ce qu'on dit. Mais déjà, il faut le savoir bien, parce que vous en avez conscience. La procrastination, exactement, c'est quand on reporte tout à plus tard, qu'on traîne, et en fait, ça se cache souvent une grande peur d'agir, une grande peur d'ailleurs, ça vient de la position de vie, souvent moins. Je me vois nulle, je me sens pas à la hauteur, hein, donc je suis comme ça, j'ai peur, ou moins plus, bien sûr. Donc, je procrastine. Mais c'est quoi la procrastination intelligente? C'est que j'ai des raisons de ne pas travailler, par exemple, ou de ne pas faire ce que j'ai à faire, très intelligentes. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, il y a un vrai prétexte. C'est vrai, la pauvre. Ben non, elle peut pas se travailler, t'as vu ses enfants. Voilà, elle en a 5, mais c'est comme si elle en avait 10, hein, je te jure. Moi, j'en ai 10, mais franchement, ils sont calmes. mais en fait, ça donne une raison valable et légitime pour rester dans la position qui nous convient, inconsciemment. Vous voyez? Donc, faut pas attendre d'être à découvert, faut agir et vite, c'est le mieux. Faut être contraire du procrastinateur d'ailleurs et dans l'action efficace, c'est-à-dire que si je vois que j'ai un conflit dans mon couple, d'accord, il y a quelque chose qui va pas, il faut absolument que je prenne les choses en main à ce moment-là, que je cherche à discuter. Si je sais pas discuter, parce que des fois je vais prendre en main les choses, mais un peu ah mais qu'est-ce que t'as là? Pourquoi tu fais la tête là? C'est bon là, j'ai rien fait là. Bah tu vois, j'essaie d'arranger les choses et toi tu comprends rien, et toi tu te braques encore plus, et toi tu t'énerves encore plus. Bah tu vois, c'est ta faute, c'est pas la mienne, ainsi de suite. Donc là, j'ai réussi. Alors quand on m'a parlé, ah oui, moi j'essaie de rétablir le dialogue, hein, mais c'est lui qui est fermé, ou c'est elle qui est fermée, ou c'est... Mais en fait, je m'y suis un peu pris maladroitement, dirions-nous, donc j'aurais rien fait pour faire avancer les choses. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre. C'est-à-dire, autant il y a des livres qui existent sur les mathématiques, la géographie, comment faire des sous, les finances, peu importe, le droit, bref, tout s'apprend. Ben, c'est pareil, le couple, ça s'apprend aussi. La façon de discuter s'apprend aussi, la façon de dialoguer s'apprend, la façon de penser s'apprend, tout s'apprend dans la vie. Mais on croit que... en fait, on se concentre beaucoup sur ce qui donne du résultat, tout de suite, ce qu'on voit.
d'accord? Et quand on ne voit pas le résultat, concrètement, on se dit que c'est rien, quoi. Enfin, que ça ne sert à rien de s'investir dedans. Mais en fait, le résultat du couple se vit. C'est pas comme, voilà, j'ai travaillé, j'ai eu un super diplôme et j'ai une super note. C'est vrai, c'est pas aussi concret. Ou j'ai gagné tant parce que j'ai fait des heures sup. C'est pas aussi évident que ça. Mais il y a des résultats quand même, et c'est des résultats de taille. Mais en fait, tout ce qui est important dans la vie, vraiment, ne se voit pas. C'est invisible pour les yeux. C'est visible pour les yeux du cœur, c'est pas visible pour les yeux de la raison, quelque part. Donc forcément, j'ai l'impression comme ça, j'ai l'illusion que ça ne sert à rien ou que c'est pas très utile de s'investir. Alors là, peut-être vous êtes en train de vous dire, non, c'est pas vrai, on sait que c'est important le couple, on sait que c'est important, ainsi de suite. Mais si vous réfléchissez, combien de temps on passe avec notre conjoint dans la journée? Hein? Le soir. Et encore, c'est bien quand c'est le soir, parce que j'ai beaucoup de couples qui me disent « Ah ben, on se croise, moi je rentre à 7h, lui il rentre à 9, ou non. Quand il rentre plus tôt, c'est lui qui garde les enfants, quand c'est moi, je rentre plus tard. » Enfin, il y a beaucoup de configurations où, en fait, on se voit à peine 5 minutes et on s'écroule. Ça y est, on dort maintenant, et puis ça y est, on se voit à peine. Donc finalement, on sait que c'est important, mais est-ce que vraiment on réserve du temps de qualité pour notre conjoint? Pareil avec nos enfants. On sait que c'est eux. Tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Enfin, on travaille, on veut la parnassa, on veut qu'ils soient dans des bonnes écoles, on fait tout ça. Mais concrètement, combien de temps on passe avec eux? D'accord? C'est pareil. Donc, en fait, il faut focaliser aussi sur le vrai important. Et le vrai, le primordial, les valeurs profondes qu'on cherche. Si là, je vous fais, il y a un exercice comme ça, si je vous fais maintenant la liste de ce qui est important pour vous, vos priorités dans la vie, sûr et certain, là, j'en mets vraiment un couplet que vous allez m'écrire, je sais pas moi, mon mari, mes enfants, ma famille, nanana. Et puis quand on va dire, je fais cet exercice souvent en thérapie, la personne elle me dit, ah ouais, alors combien de temps vous passez avec chaque chose? Alors il y a dans la liste, il y a tous les domaines de la vie, il y a aussi le ménage, il y a le travail, il y a tout ça. Et souvent, c'est genre en fin de liste, on trouve le ménage, le travail, et ainsi de suite. Et puis en haut de liste, on trouve les maris, les enfants. Là. Je dis, bon, mettez-moi combien de temps vous passez dans la journée avec chacun des domaines que vous me dites là. Puis la liste de temps. Ah bah les choses les plus importantes, je passe le moins de temps avec. Et les choses les moins importantes, je passe le plus de temps avec. Donc c'est assez frustrant, mais en fait, c'est à nous de prendre la décision de renverser les choses, d'accord? Et c'est ça qui va remplir mon compte bancaire émotionnel. C'est quand j'aurai justement pris le temps de m'investir dans la qualité de la relation. Quand je serai à l'écoute de l'autre. Quand le soir, je prends un petit thé, je m'installe et on se raconte notre journée. C'est aussi important qu'une bonne douche et un dodo. Vraiment, vraiment, je vous assure, vraiment. Ça change tout. Vraiment, ça change tout. C'est-à-dire qu'après, on peut même dormir plus reposé. On a échangé, on a vécu un vrai moment de partage. On a vécu de l'intimité, non pas physique, mais émotionnelle. Et l'intimité émotionnelle remplit. L'intimité émotionnelle va nous donner des forces, va nous ressourcer, va nous motiver, va nous permettre de vraiment avoir le goût et la saveur de ma vie. Mais si j'ai pas d'intimité émotionnelle ni avec mon conjoint, ni avec personne autour de moi, mais je me dessèche. Et c'est pas étonnant. Et après, je peux très bien me retrouver en dépression et en me disant mais qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée là? Combien j'en ai vu? J'ai des enfants. Sur le papier, j'ai tout. Hein. J'ai des enfants, j'ai un métier, j'ai des copines. Voilà, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je me sens vide, je me sens pas bien, je me sens... Alors, je peux me dire, j'ai souvent ça, je me sens nulle. Donc, ça vient aussi de la position de vie de base qui est à corriger. Mais pas que. Il y a aussi que je ne partage rien émotionnellement. Je ne partage, ou peu, ou très peu, alors que c'est ça ma ressource en réalité. On a tous besoin d'être connectés les uns aux autres. On a tous besoin de se sentir unis, on a tous besoin de sentir qu'on est compris. C'est en fait... c'est nos besoins de base. S'ils ne sont pas nourris, je me sens mal. Alors, c'est quoi nos besoins de base, justement? D'abord, c'est la soif de structure. D'accord? On a tous une soif de structure. Quand on dit soif de structure, c'est le besoin d'avoir des limites. Souvent, on rouspète après les limites, mais en fait, évidemment, elles sont très constructives. Et on en a tous besoin pour se sentir en sécurité. On le dit souvent dans les cours d'éducation, mais en fait, c'est pas valable que pour les enfants. On est des grands enfants aussi. C'est-à-dire, non, mais même quand on est adulte, on a besoin, d'ailleurs, c'est rassurant, d'être dans une boîte, une entreprise, il y a un supérieur, c'est hiérarchiquement agencé, enfin, il y a un autre mot, mais il m'échappe. Il y a une structure. Eh bien, je suis en sécurité, d'accord? Donc... Et puis, je sais que le matin, je me lève à telle heure, j'ai rendez-vous, enfin, j'ai mon premier, moi, j'ai pas mon premier rendez-vous, mais je suis dans une société, je commence à telle heure, je finis à telle heure, je rentre, il y a mes enfants, je les prends à telle heure.
c'est une sorte de routine. Alors des fois, on se plaint de la routine parce qu'elle est trop étouffante, mais en réalité, j'en ai besoin. Ça répond à ce besoin, à cette soif de structure. C'est comme les adolescents quand ils vont pas à l'école et qu'ils se laissent traîner et qu'ils sont en vacances. Il n'y a pas pire que les adolescents en vacances quand on n'est pas en vacances, quoi. Enfin, c'est-à-dire que nous, les parents, on n'est pas en vacances et que on les laisse à la maison. Ils sont là, je sais pas quoi faire. J'en ai marre. On s'ennuie là. Il y a rien à faire dans cette maison. D'accord. Ils en peuvent plus. Mais pourquoi ils en peuvent plus? Ils ont besoin d'être occupés. Mais on a tous besoin d'être occupés. Ou quelqu'un qui est au chômage, mais c'est terrible. Parce que, et pourtant, en Israël, c'est pas le cas, mais je crois en France, on est quand même assez bien payé au début. Et puis quand même, ça nous suffit. On n'est pas bien. Alors, okay, disons que niveau Parnassa, il y a toujours de l'argent qui rentre. Mais niveau nafshi, niveau mental, niveau moi, niveau mon être, je ne sens pas que j'exploite mon potentiel. Je me sens pas bien, je suis pas structurée. Maintenant, en réalité, j'avais un patient comme ça, le mari d'une patiente, il me disait, il s'est retrouvé malencontreusement au chômage. Mais en fait, il savait que bon, il avait de bons diplômes, que Bezrat Hashem, il retrouverait. C'était pas la fin du monde. Enfin, faut rester positif. Mais il savait qu'il avait des chances de retrouver quand même assez facilement du travail. Et en fait, quand il a quand même eu ce choc de je suis au chômage, il s'est laissé complètement abattre et il se regardait des films toute la journée, il se laissait dormir jusqu'à 11h. Mais qu'est-ce qui lui manquait en fait? Il lui manquait la structure. L'argent rentrait, donc il n'y avait pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais lui, il ne se sentait pas utile. Donc on a cette soif en nous, ce besoin de base de se sentir dans un cadre. C'est bon pour le moral. C'est-à-dire qu'au départ, on recherche ce cadre, mais en fait, tous les extrêmes ne sont jamais bons. Voilà. Ça veut dire qu'il faut un cadre, mais il ne faut pas qu'il soit trop serré, trop étouffant, trop hiérarchisé, j'ai pas le droit de dire quelque chose. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut un juste équilibre dans tout, comme disait le Rambam, la voie du milieu est toujours la voie de la sagesse et la voie du milieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours arriver à trouver le milieu. Mais c'est pas toujours simple non plus. C'est un processus. Enfin, oui, pas toujours simple. Il y a aussi autre chose, la soif de stimulation. D'ailleurs, vous avez remarqué peut-être. En fait, ça m'est arrivé, moi, là, ces 2 jours. Pourtant, le cabinet était magnifique. Quand je reçois, là, en consultation, que je suis à Paris, j'ai deux pièces où je reçois. Donc, j'ai à Paris, sur Paris même, là. Et aujourd'hui, j'étais à Saint-Mandé, d'accord? Je vous raconte parce que ça m'a frappée. Maintenant, j'adore mon cabinet de Paris. Et j'y étais, c'était mardi. J'étais mardi. Et à la fin de la journée, j'étais, à plat. Bon, alors d'accord, je peux te dire, c'est les conférences, parce que je fais le soir, je me couche tard, le matin, je commence tôt. Bon, ok, d'accord, c'était la course. Je me suis dit ça. Aujourd'hui, j'étais à Saint-Mandé, j'avais dormi le même nombre d'heures, même rythme, quoi. Mais la pièce était dégagée. Il y avait une fenêtre devant moi, pile devant moi. C'était magnifique, c'était blanc comme ça. Et une fenêtre où je voyais comme ça la rue. Vraiment très, très reposant comme cadre. Mais comment vous dire? C'est-à-dire que vraiment, je sentais pas la fatigue. J'étais hyper... d'abord positive, oui, mais je me sentais en phase avec moi, apaisée, et je transmettais de l'apaisement, et même les gens qui rentraient, je sentais que ça leur faisait du bien. C'est incroyable, ça. Et c'est vraiment là, je me suis dit, et donc là, pourquoi je vous parle de ça? Pour illustrer cette soif de stimulation. Quand il y a une fenêtre dans un bureau, bon, à Haussmann aussi, il y avait une fenêtre, mais elle était derrière moi, je n'avais pas la vue sur l'extérieur, et c'était un peu sombre. Donc, et on entendait beaucoup, vous savez, Haussmann, les ambulances, les voitures, les klaxons, c'est pas reposant, voilà, c'était pas reposant. D'ailleurs, il y avait trop de stimulation. D'accord? Parce que je vous parle de la soif de stimulation. Dans ce cadre-là, dans ce bureau-là, il y avait trop de stimulation. Dans l'autre bureau, il y avait de la stimulation, mais ce qu'il fallait. C'est-à-dire, on voyait des gens passer, ils repassaient. C'était, vous voyez, il y avait de la stimulation, mais pas trop. Et il y avait le soleil qui rentrait, ainsi de suite. Bon. Et donc, c'était... Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a besoin de stimulation. C'est aussi un besoin de sentir nos 5 sens, en fait, en action. Je sens que je regarde, je vois, et c'est apaisant. La vue que j'ai est apaisante. Le son que j'ai n'est pas trop comment on pourrait dire ça, suractif, comment? Agressif, voilà. Voilà, j'ai besoin de voir des choses, d'entendre des choses, de parler aussi. Vous voyez, j'ai besoin de cette stimulation pour me sentir bien. Donc, quand on se sent, d'ailleurs, petit conseil, quand on se sent déprimé, qu'on s'est mal levé ou quoi, c'est bien. Allez marcher, allez vous oxygéner dans un endroit évidemment calme, pas la surstimulation. Hein. Vous allez voir que sans avoir vraiment fait un effort, c'est-à-dire vous êtes juste allé sortir marcher, chose d'ailleurs, je tiens à souligner, qu'on n'a pas du tout envie de faire. Hein. Quand on est en déprime, on s'est mal levé, je vais voir personne, laissez-moi tranquille, je sais pas ce que j'ai pas envie de sortir. Et en fait, c'est en sortant et en s'oxygénant et en voyant un joli cadre, ainsi de suite, qu'on va aller mieux. En fait, c'est pourquoi? Parce que ça a répondu à mon besoin de stimulation.
D'accord? Donc j'irai forcément, ça fera forcément du bien, même de prendre un café seul. On n'est pas obligé d'aller avec une copine obligatoirement. Non, des fois c'est bien aussi de se retrouver, mais de voir du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on croit que si on est seul, ben non, ça ne va pas forcément me passionner, ou ça ne va pas forcément m'intéresser, mais en fait, le simple fait de voir autour de moi de la vie, ça va me faire du bien. Vous voyez? Et on a une grande soif aussi, un grand besoin. Je dirais que c'est... Oh non, ils sont tous importants, mais celui-là particulièrement, je crois. La soif de reconnaissance. On a tous besoin de sentir dans le regard de l'autre qu'on existe. Cette preuve-là que je ne suis pas transparent. Il n'y a rien de pire d'ailleurs que de se sentir transparent. Mais de se sentir exister, même avec un bonjour. Hein. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que, scientifiquement, que plus j'ai des réseaux sociaux, même avec mes voisins, ma voisine, mais juste à dire bonjour sans commencer à raconter ma vie, d'accord? Donc il y a je sais pas, il y a la voisine, il y a l'épicier, il y a le boulanger, plus c'est élargi, il y a mes amis, il y a mes parents, il y a mon mari, plus je vois du monde, mais sans en parler trop, sans être trop sollicité non plus, eh bien plus mon système immunitaire est renforcé. C'est prouvé scientifiquement. Et en fait, pourquoi? Parce que je sens que j'existe. En fait, dans le regard de l'autre, je trouve que j'ai une valeur. Donc, je m'attribue aussi de la valeur. Évidemment, là encore, le besoin est variable selon chacun. Il y a des niveaux, mais c'est très personnel. C'est tout à chacun, tout avec son histoire. Donc, pourquoi je suis arrivée sur les besoins? Pour vous dire que dans mon compte bancaire émotionnel, on en revient à ce fameux compte-là, ces trois besoins-là, ces trois besoins principaux vont agir dans mon couple. Ça veut dire, est-ce que dans mon couple, la structure y est, la stimulation y est et la reconnaissance y est? Est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que je me sens stimulée? Et est-ce que je me sens structurée? D'accord? Est-ce que, par exemple, on a un rythme de vie tous les deux qui nous correspond? Est-ce que, par exemple, on a un moment où on se retrouve dans la semaine? Pas dans le mois, dans la semaine. Dans la journée, c'est encore mieux, vous me direz. Est-ce que dans la journée, on a un moment pour nous deux? Même si c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Même si c'est 10 minutes où on va un peu, comme je disais tout à l'heure, boire un thé ensemble, partager un petit moment, c'est raconter un peu ce qu'on a passé dans la journée, ce qu'on a vécu en positif, en négatif. D'accord? Chacun des deux, l'un et deux se sent compris. Ça apaise énormément. Ça répond à ma soif et de reconnaissance, et de stimulation, et de structure. Parce que je sais ce soir que j'ai mon moment avec mon conjoint ou ma conjointe. Je sais que quelque part dans le monde, quelqu'un m'attend. Vous voyez? Je sais que quelque part dans cette terre-là, il n'y a pas que des méchants, pour ceux qui pensent tout le monde. Non, mais il n'y a pas que des difficultés. J'ai mon petit moment à moi, avec qui je vais partager, enfin à nous, et on va pouvoir créer ce nous, et voilà, et c'est très constructeur. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça remplit le compte émotionnel. Maintenant, voilà. Donc le gros problème du compte, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais bien le préciser, le gros problème du compte bancaire émotionnel est que les crédits et les débits n'ont pas la même valeur. Ça veut dire qu'il faut, alors ça c'est Gottman qui le dit, il affirme qu'il faut 5 interactions positives pour contrebalancer une interaction négative. D'accord? 5 interactions positives pour contrebalancer une interaction négative. Pourquoi je répète? Je répète parce que c'est important de comprendre qu'une dispute, ça peut effectivement tout faire redescendre. Et des fois, on se dit, mince, on était tellement bien, mais je comprends pas. Hier, on était le couple le plus amoureux de la Terre. Et aujourd'hui, je peux pas me le voir. Je sais pas, mais je peux pas le sentir. J'en ai marre. Vraiment, je peux pas. Là, j'explose, j'en peux plus. Comment ça a sauté aussi vite? Et pourquoi Et voilà. Et en fait, le rapport n'est pas le même. Encore une fois. Donc, quand il y a quelque chose qui va mal, ben oui, ça descend beaucoup plus bas que ça ne monte. Ouais, je vais devoir, comme on dit, cravacher plus fort pour que ça aille dans le positif que, voilà, on se rappelle de la chute. Donc en fait, il faut avoir conscience de cela. Et quand on a une dispute, vraiment faire attention. Ou quand on a quelque chose à dire, savoir le dire, apprendre à le dire et tenir compte de comment le dire et de comment l'exprimer. En fait, et là encore, quand je dis souvent cette phrase-là, tout commence par nous et tout finit par nous, c'est vraiment ça. Si moi, je sais me nettoyer émotionnellement de mes émotions, par exemple, négatives, je ne suis pas contente de quelque chose, mais d'abord je m'analyse, d'abord je me comprends, et ensuite je vais parler à l'autre, je vais avoir moins de risques de tout casser. Ça peut de pas lui faire plaisir que je fasse certaines réflexions, mais comme j'aurais travaillé sur moi avant, ce sera beaucoup moins rude que si j'y vais dans l'impulsivité, par exemple. Vous voyez ?
Voilà, maintenant, quand je vous parle du compte bancaire émotionnel, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va tenir des comptes. Alors, aujourd'hui, je t'ai donné et je t'ai fait un gâteau, je t'ai repassé ta chemise, je t'ai lavé tes chaussettes. T'as fait quoi pour moi, toi, aujourd'hui? Alors, gère-t'en. Non, ça, évidemment, on a compris, c'est voué à l'échec. Ça veut dire que je ne fais pas donnant à chaque fois. Non, je dois être dans une certaine dynamique, en fait. C'est pour m'apprendre la dynamique, comment ça fonctionne. Et que, évidemment, dans un monde idéal, l'idée, c'est qu'on s'investisse tous les deux et qu'on comprenne le fonctionnement de mon couple. C'est juste une métaphore pour mieux comprendre. Et vous verrez d'ailleurs, vous devriez, quand vous rentrez à la maison, là, expliquer à vos maris ce qu'on a expliqué ce soir, parce que ça leur parle vachement, ça. Le compte bancaire émotionnel, ils adorent. Chaque fois que je leur explique ça en thérapie, ils sont scotchés. Pourquoi? Parce que ça leur parle leur langage. C'est très important de parler le même langage que l'autre, d'ailleurs, de se mettre au même niveau. Et on sait que les hommes, en général, l'argent, ça leur parle. Bon, je dis pas que les femmes, non, hein. Attention, je vais me faire taper dessus. Mais c'est unisexe que je dis. Bon, comprendre. Non, mais comment dire? L'homme a besoin de sentir. Non, l'homme, souvent, c'est un peu son domaine, la parnassa, on sait bien. Ça lui permet de prouver qu'il est un homme, qu'il est viril, ainsi de suite. Donc, quand vous allez lui parler du compte bancaire, surtout les hommes qui ont peut-être un peu de mal à donner, à s'investir, voilà, eh bien, vous pouvez lui parler sous cette forme-là. Ça va l'éclairer un peu plus. Maintenant, remplir le compte, donc, on va parler tout simplement de comment on remplit le compte, mais plus clairement, parce que là, je vous ai beaucoup, voilà, je sais pas, j'ai raconté des exemples, j'ai expliqué, maintenant, on va faire point par point. D'abord, apprendre à faire attention aux manifestations émotionnelles de l'autre, d'accord? C'est-à-dire, tous les moments où il y en a un, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, ça arrive à tout le monde, mais on est là en train de ranger, nettoyer, on est en mode, je sais pas moi, il est 8h du soir, tous les enfants sont au lit, on range la maison, tout ça, on a hâte d'aller se mettre dans le lit ou de se faire une douche, de mettre sa petite crème, enfin mon moment. Et là, à ce moment-là, c'est le moment où le mari choisit de venir nous raconter sa journée, son souci avec son collègue, son truc. Et nous, on est là, ouais, je t'écoute, mais on n'est pas contente. Ou alors, on continue à s'activer, on ne va pas aller s'asseoir là parce que ce n'est pas le moment. Et ça, en fait, c'est une tente. Et inversement, pareil, je ne sais pas, lui, il est au téléphone ou sur son ordi ou je ne sais pas. Et puis vous, là, vous avez trop envie de lui raconter quelque chose, vous avez en fait un besoin de connexion à ce moment-là. Et lui, il est là sur son truc. Attends, je suis en train de te parler là. Tu peux pas te retourner 2 minutes? Je sais pas, je comprends pas là. Qu'est-ce que tu me fais là? Ça va, je suis là, quoi. Je suis ta femme, je veux te parler. Ouais, mais je t'écoute, je t'écoute. Ne crois pas, je suis là, mais je t'écoute. Je t'écoute. Ah bon, d'accord, c'est bon, j'ai pas envie de te parler. Donc, évidemment, que ça décourage l'un et l'autre. Donc, comment, à ce moment-là, il faut faire très attention à ces moments-là où il y en a un qui veut se connecter. Parce qu'en fait, c'est un moment cadeau. Et il y a des couples comme ça qui passent le temps à se croiser. C'est-à-dire que il y en a un, il veut se connecter, l'autre, il n'est pas dans la phase connexion, donc il déconnecte, l'autre, il se sent rejeté, donc il se dit, c'est pas la peine d'essayer. Là, l'autre, elle a fini son ménage, elle a mis ses crèmes, elle a pris sa douche, elle est toute fraîche, elle va le voir, et lui, là, il a été rejeté, donc il n'a plus du tout envie de sourire, il n'a plus du tout envie de parler, donc il s'est réfugié dans son ordi. Elle ne se sent pas comprise, elle se dit, ah non, après toute cette journée, maintenant, monsieur, il part dans son ordi, non, mais il n'a pas honte, et tout, hein. Voilà, rebelote le lendemain. Alors, et on s'enchaîne, et les jours se lèvent, se passent, et rien ne change, et c'est pire que ça, rien ne change, mais tous s'écartent, en fait, il y a un fossé qui se creuse. Et en fait, on passe son temps à se croiser sans ne jamais se rencontrer. Donc, quand je veux rencontrer l'autre, je ne peux pas être en phase, on n'est pas les mêmes, il faut bien se le dire, on est différents, on est des êtres différents, on a des moments différents, on passe des phases différentes, on a même un programme de vie différent, mais on vit ensemble. Donc, il va bien falloir accorder nos violons. Donc, comment on va faire ça, justement? Eh bien, au moment où il y en a un qui veut se connecter à l'autre, faire attention. Ah, là, il a besoin... Il fait une tentative de connexion, là. Alors, je peux lui dire très bien, je sais pas, ah ouais, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui et tout. Ah ouais, non, je veux trop savoir ce qui s'est passé. Mais tu sais quoi, regarde, là, je suis en phase, je viens de finir avec les enfants, j'ai la tête comme un ballon. Je finis vite tout ce que j'ai à faire. On se pose, je sais pas, dans la chambre, sur le salon, sur le canapé, où tu veux, et je serai plus disponible pour t'entendre. Là, l'autre, il ne sent pas rejeté, il sent écouté, il sent déjà compris, et il sent que j'ai vraiment envie de l'entendre. Mais je suis pas en phase, tout simplement. Et ensuite, on se raconte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et l'un et l'autre doivent avoir cette démarche-là. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, ouais, moi j'ai cette démarche, je suis de la part. Bon, il faut parler. C'est-à-dire, encore une fois, on n'a pas appris à vivre en couple, malheureusement. Enfin, pas toujours, à part celles peut-être qui ont fait des séminaires et compagnie. Mais on nous a pas donné le mode d'emploi au mariage. On nous a juste dit, éclate-toi, c'est la fête ce soir, t'es la plus belle, c'est ta soirée. Wouh! Et puis on se réveille le lendemain et là, il faut être une femme. Oh là là, au secours. Et lui, il faut être un homme, au secours aussi. Bon, donc voilà,
faire attention aux manifestations émotionnelles de l'autre, à ses tentatives de connexion, de rechercher du soutien et de la compréhension, parce qu'on recherche aussi tous du soutien et de la compréhension de l'autre, c'est évident. On doit faire preuve aussi de gratitude. Ça rejoint votre question. Pour les petites choses, les plus petites choses les plus agréables. Et ça, on le sait, c'est valable dans tout. C'est-à-dire, c'est valable dans le couple, c'est valable dans le travail. On a remarqué, par exemple, que dans les sociétés où il y a des employés, en fait, il y a une étude aussi de fait, enfin une expérience de fait, ils ont remarqué que les employés préféraient être moins payés, mais plus reconnus dans leur société, que mieux payés, mais pas reconnus comme des numéros, grandes entreprises et tout ça. Pour vous prouver à quel point ce besoin de reconnaissance est fort, d'accord, et à quel point la gratitude est importante. Donc oui, le mari doit faire attention à évidemment être dans la gratitude, et la femme aussi, évidemment. Encore une fois, je vais me faire taper dessus, mais c'est dans les deux sens, d'accord. C'est unisexe, voilà. Ensuite, donc ça, tout ça, on a compris, ça remplit le compte bancaire. On donne... Voilà, il y a des manifestations d'amour sous plusieurs formes, évidemment. Les mots, les services rendus, les temps de qualité partagés, les cadeaux, les gestes d'amour, voilà. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Par exemple, j'ai fait une bêtise, d'accord? Je me suis pris un PV. Si mon mari réagit, quoi, t'as encore pris un PV, mais il y en a marre, ça casse, évidemment, automatiquement. Par contre, s'il me dit, j'ai fait une bêtise et qu'il me... Ah, c'est pas grave, écoute, ça arrive à tout le monde. Bon, écoute, fais attention la prochaine fois, mais c'est pas grave. Je me sens, c'est une chaise d'amour aussi. On n'est pas dans l'attaque avec moi. On me comprend. On m'attaque. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis jugée, je suis condamnée. Ça y est, je suis le coupable. Vous voyez, ça aussi, ça construit l'amour. Vous voyez, ça aussi, ça crée en fait quoi? La relation de confiance. Je sais que cette personne, elle n'est pas contre moi, elle est avec moi. Et souvent dans les couples, malheureusement, ce que je vois, parce que moi je vois beaucoup les problèmes, c'est vrai, je vois pas forcément les couples équilibrés. Au Prachem ne viennent pas chez moi, évidemment. Forcément, les gens, souvent, ils viennent et ils sont souvent des ennemis. Il n'y a plus d'amitié, c'est des ennemis. Et quand on réagit en ennemi avec son conjoint, mais on se tire une balle dans le pied, forcément, parce qu'après, on se crée son mal-être quand même, on vit avec lui, on partage, oui, notre lit, notre vie, notre maison, notre tout, quoi. Donc, c'est quand même compliqué de vivre sous le même toit avec un ennemi. Donc, il faut arrêter, il faut soi-même se dire, non, c'est pas mon ennemi, on va essayer de parler, on va essayer de communiquer. Il peut prendre l'air agressif parce qu'en fait, aussi, ça active le couple, ça va activer mes moyens de survie. À partir du moment où je me sens, moi, pas aimée, pas entendue, pas écoutée, pas reconnue, je vais me dire, je suis en danger, donc je peux être agressif. Parce que je me défends, tout simplement. Donc c'est à moi maintenant de travailler sur moi, c'est travailler contre moi, en fait, pour me dire, attends, on se calme. Je me suis mariée avec cette personne, donc c'est quand même que j'ai vu des choses positives, sinon je pense quand même que je ne me serais pas mariée. Et je me dis, il a quand même du positif. Donc je revois un petit peu le positif, et tout, ça revient au compte bancaire émotionnel, le crédit qu'il a. Si effectivement, pendant toute l'année où je sais pas, il a été sympa, il est plutôt dans l'aide, il est plutôt à l'écoute, il a du crédit, d'accord? Donc je vais avoir tendance à pardonner plus vite. Mais si il est jamais content, toujours insatisfait, il dit jamais un mot attentionné, il dit jamais merci, forcément là en plus il m'accuse parce que j'ai eu un PV, non mais là c'est fini, je veux plus parler. D'accord? Encore une fois, vous voyez, ça illustre vachement bien. C'est-à-dire là, il n'y a plus de crédit, j'ai plus envie de te voir, c'est fini. Enfin, c'est fini. Ah oui, il y a aussi ce qu'on appelle rupture émotionnelle. C'est-à-dire même en étant marié, on peut avoir une rupture émotionnelle. C'est-à-dire que je suis sous le même toit, je vis la même vie, on est au quotidien ensemble, mais moi, émotionnellement, je ressens plus rien. Le pire, c'est pire que tout ça. C'est ni colère, ni amour, c'est-à-dire ni négatif, ni positif. Comme on dit, tout m'épelle l'indifférence. C'est-à-dire je suis complètement déconnectée émotionnellement. Mais je suis mariée, sur papier, je suis mariée. Mais en fait, évidemment que ça, j'ai souvent pris cette façon de faire parce que j'ai tellement souffert qu'au bout d'un moment, j'ai dit, ça y est, je veux plus, quoi. Ça y est, je veux plus me tremper, c'est terminé. Et cette rupture émotionnelle, évidemment, elle n'est pas saine pour le coup. Enfin, elle n'est pas saine, évidemment. C'est que c'est le résultat certainement de conflits non résolus, d'incompréhension de part et d'autre, peu importe. Mais évidemment que... j'ai oublié. Évidemment que c'est pas ce qu'on doit rechercher et qu'à partir du moment où je ne ressens même plus de colère, là je suis vraiment, vraiment en danger. Vaut mieux encore ressentir la colère, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à travailler et c'est encore vivant. Il y a encore quelque chose. Vous voyez, même si c'est négatif, il y a de l'émotion. Mais quand il n'y en a plus, c'est beaucoup plus compliqué après à rattraper. Et donc, évidemment que c'est très important de parler de nos émotions dans le couple, même les négatives.
de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est très, très, très important. Parce que quand je parle et que j'exprime au fur et à mesure, je ne laisse pas le vase se remplir, d'accord ? Je ne laisse pas les émotions négatives s'accumuler et après, j'en arrive là, je peux plus m'en approcher. Je peux plus. Et ça arrive souvent, malheureusement. Des couples qui arrivent et récemment, j'ai un mari qui me dit « mais je vois ma femme, je vois que de la souffrance, je veux plus la voir, je peux plus. » Là, c'est très dur parce qu'il a passé un certain stade. Il n'a pas soigné les choses au fur et à mesure. Il n'y a pas pire que de laisser les choses s'accumuler. On le sait dans tous les domaines. Pas toujours. Il y a des couples, on y arrive, et il y a des couples, on n'y arrive pas. Pas toujours, non. Et aussi, vous allez peut-être sourire, mais faire preuve d'empathie vis-à-vis de l'autre, plutôt que de résoudre les problèmes. C'est-à-dire que l'un, il arrive avec voilà, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée, mon patron il m'a dit ça, l'autre il m'a dit ça, j'en ai marre, nanana. Ah, mais tu devrais faire comme ci, oh, tu devrais faire comme ça, mais moi à ta place, je ferais ci, et moi je ferais ça. L'autre, il n'a pas demandé de conseil. Il t'a rien demandé, il a juste demandé une écoute. Et ça, on ne sait pas le faire. On sait parler, mais on ne sait pas forcément écouter. Il faut apprendre à se concentrer. C'est-à-dire, l'empathie, c'est je me concentre complètement sur l'autre, j'oublie moi. Je m'oublie, je me fonds dans l'autre et j'écoute. Mais pas je me fonds dans le sens je vais te sauver. Dans le sens au contraire, j'essaye au maximum de mes capacités de me mettre dans tes chaussures, quoi. De me mettre à ta place vraiment, et véritablement, et de t'écouter, de te comprendre. Ta solution, c'est comme si j'ai confiance en toi. L'empathie, ça transmet aussi de la confiance. Je sais que toi, tu vas en sortir, j'ai confiance. Mais moi, je vais pas venir te donner des conseils. Il n'y a rien de plus énervant. Vous n'avez pas remarqué que les hommes, ça arrive souvent, ça, par contre, qu'ils vont nous raconter, qu'on va leur raconter la journée et paf, ils bombardent. Et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça demain, appelle ci, appelle ça, fais ci, fais ça, redescends. C'est bon. On sent encore pire d'abord. On sent encore moins bien après. Et du coup, ça décourage pour une prochaine conversation. Donc ça aussi, pour remplir mon compte bancaire, je dois apprendre à pratiquer l'empathie. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on n'a pas forcément vécu dans une famille où il y a de l'empathie, par exemple. Donc c'est pas dans mon registre, d'accord ? C'est pas dans ma conscience, c'est comme un nouvel apprentissage. Je dois apprendre à parler différemment, je dois apprendre à écouter différemment. Et ça aide énormément. C'est un outil magique, l'empathie. Mais c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de nettoyage intérieur. Parce que pour écouter l'autre, il faut quand même un minimum d'espace chez moi. Si moi, je suis plein, dès que l'autre fait dire ça, vous connaissez ça ? La copine qui vous dit « Ah là là, tu sais pas ce que mon mari il a fait, j'en ai marre, et puis aussi aujourd'hui, je suis tombée en panne, et ma petite elle est malade, elle a eu la fièvre, et mon patron m'a engueulé, elle s'arrête plus. » Et l'autre au téléphone « Ah bah ouais, ça me fait penser, tu sais à quoi ? Ah bah moi aujourd'hui, L'autre, elle ressort, elle est dégoûtée, elle a rien pu partager. Ça veut dire toutes les deux, on ne s'est pas rencontrés encore. Pourquoi ? Parce que personne n'a été capable d'empathie. Pourquoi aussi ? Parce que toutes les deux, elles sont tellement prises dans leurs soucis qu'elles n'arrivent pas à se tourner vers l'autre. Et l'empathie, c'est tout le contraire. Je me tourne vers l'autre. Je défocalise de moi et je me tourne vers l'autre. Et donc ça, c'est un effort. C'est un effort, mais qui a la satisfaction d'abord de sentir que je crée un lien véritable avec l'autre, parce que quand je suis empathique avec l'autre, l'autre il se sent compris et donc il y a un lien véritable qui se crée. Et de l'autre côté, je crée une relation. Donc je gagne aussi, je me sens plus remplie moi aussi. Je suis dans l'authenticité en fait. Donc c'est beaucoup plus nourrissant en fait. La relation devient vraiment c'est important la présence physique. Ça veut dire vivre une relation de couple à distance. Ça va pas être possible, en tout cas marié. C'est compliqué. D'ailleurs en Israël, il y a beaucoup d'alliés à Boeing et compagnie. C'est compliqué parce qu'on a besoin. Ça c'est aussi une spécialiste américaine, Barbara Fredrickson, elle dit que c'est très important de se toucher, de sentir la présence de l'autre. Et ça, c'est valable avec nos enfants aussi. Donc, dans notre couple, et c'est important le regard, les rires, les... Jusqu'à un certain âge. Après le bac, ça marche pas. Non, mais après le bac, ça marche pas. À la veille du bac, ça marche pas. Non, mais non, même, et ben justement, j'allais y venir, même dans le couple, quand il y a des regards complices, il y a des rires partagés ensemble, on se touche, tout ça, ça apporte ça renforce le système immunitaire et ça fait que je me sens beaucoup mieux, je me développe beaucoup mieux, j'ai envie d'entreprendre beaucoup de choses, comme on disait tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de motivation, je suis motivée à avancer dans ma vie, j'ai la pêche, quoi. Je me lève le matin, j'ai la pêche. Donc, ah oui, ça aussi c'est important à dire. Par exemple, il y a des couples qui vont se tenir la main, mais c'est par habitude. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas quand c'est par habitude. Par contre, quand on éprouve l'émotion et qu'on se tient la main, mais c'est par émotion, en fait, ce que cette spécialiste dit, c'est que ce qui est important, en fait, c'est la synchronisation comportementale. On doit sentir qu'on est en synchronisation avec l'autre. On est synchro tous les deux et on ressent une émotion. Alors, on ressent trois choses. La partage d'émotions positives, la synchronie corporelle
et biochimique, et la sollicitude mutuelle, ça va créer en moi un vrai sentiment de bien-être, un vrai sentiment de lâcher prise, et c'est ce qui m'aide finalement, quelque part, à me renforcer émotionnellement et donc physiquement, parce qu'on sait que le corps et l'esprit sont reliés, d'accord? Donc, faut faire attention à être en synchronisation comportementale. Vous savez, quand on a des mimétismes comme ça par habitude, on se regarde et d'un coup on va rigoler, ou il y en a un qui finit la phrase de l'autre. Vous voyez, tous ces petits moments-là sont très bons, encore une fois, pour le moral. Donc voilà, donc vous aurez compris, voilà, si je résume ce soir, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit chercher à réalimenter sans arrêt notre compte bancaire émotionnel. Ce compte bancaire a besoin d'être alimenté, je dirais même suralimenté. Hein, on peut être milliardaire là-dessus, avec plaisir, voilà, ça on peut y aller, c'est bon de s'investir là-dedans, autant pour la part de ça, il faut connaître sa limite, autant pour le couple, allez-y. C'est-à-dire qu'il faut savoir, évidemment, se respecter, se positionner, remplir son compte avec ce qu'on a dit, bien sûr, c'est-à-dire se partager des moments, partager des moments, être empathique, faire preuve de gratitude, avoir des petites attentions qui ont peut-être l'air de rien, mais qui comptent sur mon compte. Et puis, répondre aux besoins de stimulation, de reconnaissance et de structure. Ça, c'est important. Et savoir que, effectivement, je n'ai rien sans rien. Je veux un couple heureux, je dois travailler pour l'avoir. Il n'y a aucun couple qui s'est créé en 3 minutes. Tout ce qui se crée rapidement ne tient pas longtemps. D'accord ? Exactement, d'ailleurs, j'adore cette métaphore, le régime. Si je perds mes kilos en 3 mois, je risque fort de les reprendre en 2 mois. Par contre, ou en 1 mois d'ailleurs. Mais par contre, si je suis sérieuse, régulière pendant 1 an, eh ben, j'ai pris d'autres habitudes alimentaires. Mon corps lui-même s'est habitué à autre chose. Et moi-même, j'apprécie de faire du sport, de manger sainement et ainsi de suite. Je me suis habituée. C'est nouveau chez moi. C'est plus nouveau, c'est ancré en moi. D'accord ? Donc en fait, c'est pareil dans mon couple. Évidemment qu'il va y avoir des hauts et des bas. Évidemment que ça va parfois être compliqué. Mais je dois savoir que pour créer une relation de couple saine, pour créer une relation de couple équilibrée, heureuse, construite, ça va pas être en 5 minutes et pas en claquant des doigts, et ça va demander des efforts de part et d'autre. Mais c'est pas parce que je vois que c'est compliqué que je me dis ah non mais laisse tomber, chez les autres c'est le bonheur absolu et chez moi pas du tout, franchement j'ai raté ma vie. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire chez les autres on ne sait pas ce qui se passe d'abord, et quand on voit des couples à 80 ans qui se serrent la main, ben on sait pas s'il y a 20 ans et on voit qu'ils sont proches, ainsi de suite. On sait pas ce qu'ils ont passé, ce qu'ils ont traversé. Et il y avait cette phrase qui disait d'ailleurs, on avait posé la question à un couple âgé, on leur disait mais comment 60 ans de mariage, comment vous êtes restés 60 ans mariés, dites-nous notre critère. Voilà, exactement. Elle dit non, aujourd'hui on change quand quelque chose ne va pas, avant on réparait ce qui n'allait pas. Mais à partir du moment où je me dis, ok, c'est ça les cartes que j'ai en main, c'est ça les cartes. Alors tu fais quoi maintenant ? Tu t'abats avec ces cartes ? Tu te dis, ah j'ai pas un bon jeu, je laisse tomber ? Ou au contraire, avec ton jeu, tu essayes de donner le maximum et tu essayes de rattraper le coup. Et peut-être qu'avec tes cartes et ce que la vie va t'offrir, tu vas réussir à avoir un bon jeu et en sortir gagnant. Alors à nous de jouer. Voilà.